Comme vous le savez, 2025 risque d'être une année assez pauvre en contenu et l'averse. Mais est-ce que cela va m'empêcher de continuer les vidéos? Pas du tout. Cette année va voir arriver la 3e et dernière saison de Squid Game. Je sais que beaucoup de gens ont moins aimé la seconde saison, alors que personnellement je l'ai adorée, voire préférée à la première. Je trouve qu'on s'attache plus aux personnages et qu'on se concentre plus sur leurs relations ou leur psyché, là où la première avait surtout créé la surprise avec le concept. La saison 2 est donc sortie cette année, et pendant que la moitié de la planète ship Ji-Hoon et In-Oh, ou Young-il, ou The Frontman, choisissez le nom que vous préférez, j'ai eu envie de donner moi aussi mon interprétation de la série et quelques théories pour la prochaine saison. Parce qu'on va pas se mentir, mais ce second volet d'épisode est une mine d'or pour les théoristes. Oh, et avant que ça ne trigger tout le monde, désolé, mais j'ai vu la série en VF, que je trouve au demeurant excellente, et s'il y a des extraits durant cette vidéo, ce sera donc uniquement en VF. Désolé pour les puristes. Personnellement, je vois la saison 2 de Squid Game comme une œuvre méta très cynique. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Hwang Dong-hyuk, le créateur et réalisateur de la série, s'était pas mal fait enfler pour la première saison. En effet, lors de celle-ci, le réalisateur avait signé un contrat qui comprenait la perte de tous ses droits de propriété intellectuelle sur la série, et ainsi de toutes les retombées financières qui allaient avec. On rappelle que la série, en plus d'être actuellement celle la plus visionnée de tous les temps sur Netflix, avait généré pas moins d'1 milliard de dollars dont le réalisateur n'a pas vu la couleur. Et alors qu'il avait avoué que la production de la saison 1 avait été un véritable enfer, lui causant tellement de stress qu'il en aurait perdu jusqu'à 9 dents, confiant à ce moment-là qu'il ne voulait absolument pas donner suite à son histoire car c'était beaucoup trop de pression, Hwang Dong-hyuk est finalement revenu pour une saison 2, mais aussi une saison 3. Le réalisateur a même avoué cyniquement qu'il avait accepté en premier lieu pour l'argent, justement car il n'avait pas pu profiter des retombées. Allant même jusqu'à produire une saison 3, car il avait écrit trop d'épisodes pour une seule saison. Et je sais pas vous, mais sa situation me fait penser à Squid Game d'une certaine manière, et par plein d'aspects différents. Si Hwang a lui-même avoué que Squid Game était quelque part un reflet de notre société, je ne peux m'empêcher de penser que Ji-Hoon est un reflet de sa propre situation. Je m'explique. Dans la saison 2 de Squid Game, Ji-Hoon ne voulait pas retourner dans le jeu à la toute base. Il voulait les arrêter, les stopper, démanteler l'organisation autour de ces jeux. Tout comme Hwang, qui ne voulait pas faire de seconde saison à la base. Mais finalement, en cherchant à retrouver les créateurs du jeu, c'est The Frontman qui le capture et le ramène dans le jeu contre sa volonté, même si c'était une option qu'il avait prévue. Un peu comme Netflix qui a fait pression sur Hwang pour continuer la série. D'ailleurs, rappelez-vous que je parlais du fait que Hwang avait perdu des dents durant la production de la première saison. Je trouve la coïncidence un peu cool de Ji-Hoon qui s'arrache justement une dent pour y mettre un tracker qui s'avéra être inutile au final. Durant toute cette seconde saison, les thèmes du choix et de la morale nous sont constamment exposés. Ji-Hoon doit se battre contre tout ça. En effet, il revient dans ces jeux avec de l'expérience, avec le poids des vies de tous les anciens joueurs, et tout en sachant ce que sont réellement les jeux. J'ai déjà participé à ces jeux avant! C'est pourquoi, dès le premier, il essaie d'aider tout le monde. C'est pourquoi, au premier vote, lorsqu'il peut changer les choses, il révèle qu'il a déjà participé au jeu, et bien évidemment qu'il a gagné à contre-cœur. Avec pour optique que les gens l'écoutent et qu'ils veuillent stopper ces jeux. Et là encore, j'y vois un message du réalisateur, au spectateur cette fois. De la même manière que Ji-Hoon tente de prévenir tout le monde que ces jeux sont cruels, malsains et qui feront beaucoup de victimes inutiles, Hwang tente de dire aux spectateurs qu'une saison était suffisante, qu'il n'y avait pas besoin de tirer sur la corde, sans mauvais jeu de mots. Mais le choix ne lui revient pas uniquement. Il donne son avis, mais au final, il n'est pas le seul à choisir. Et finalement, tout comme les joueurs qui veulent jouer une fois de plus, face aux attentes du public et à la pression de Netflix, Hwang a cédé également. Bon, et aussi pour l'argent comme on l'a dit plus tôt. Dans ce cas, est-ce que Hwang ne serait pas plutôt représenté par In-Oh et Ji-Hoon serait la représentation de ce qu'il aurait aimé être? Car au final, In-Oh c'est simplement un Ji-Hoon qui a mal tourné. In-Oh est également un ancien gagnant de Squid Game. Ancien flic, donc quand même quelqu'un qui était plutôt du côté de la justice à la base, il a participé pour sauver sa femme qui était atteinte d'un cancer. Après avoir contracté de nombreuses dettes, dont une perçue d'un client, ce qui sera considéré comme un pot de vin par sa boîte qui finira par le licencier, il finira par sortir vainqueur de ses propres jeux. Mais tout comme Ji-Hoon en saison 1, trop tard. On sait que sa femme est finalement décédée, ne permettant pas à In-Oh de la sauver, même après avoir gagné les jeux. Là où le parallèle se renforce avec Ji-Hoon, c'est avec sa gestion de l'argent gagné durant les jeux. On aurait pu croire qu'il l'utiliserait, lui qui
a l'air de tellement vouloir faire comprendre à Ji-hoon que cet argent, il l'a quelque part mérité, lui disant à la fin de la saison 1 que les jeux sont comme des courses de chevaux, d'ailleurs cause principale de la ruine de Ji-hoon, et bah finalement, il s'avère que tout comme Ji-hoon, In-oh vit dans la misère la plus totale, ne touchant manifestement pas du tout à l'argent gagné. Et tout ça, on le sait grâce à une scène dévoilée par le réalisateur. Cette scène représente In-oh dans son appartement. On le voit dans un taudis, acheter seulement 2 poissons rouges, les foutre dans un bocal et les fixer simplement de son regard vide. Vous pourriez me dire, et alors, cette scène ne veut rien dire et en plus elle est pas dans la série. Ça se trouve, elle est même pas canon. Et à ça je vous répondrai que dans la saison 1, lorsque Jun-ho commence à rechercher son frère, il se rend justement dans cet appartement où la logeuse dit qu'il n'a pas payé son loyer depuis plusieurs semaines seulement, en plus de voir les 2 poissons morts dans le bocal. Ce que je veux appuyer ici, c'est qu'In-oh est d'une certaine manière comme Ji-hoon. Il a simplement mal tourné à un moment. Reste à savoir si cela s'est déroulé durant ses propres jeux ou si c'est la conséquence de la perte de sa femme et de son enfant. Une réponse que l'on aura dans la saison 3, si l'on en croit encore une fois le réalisateur qui nous a admis que nous verrions des flashbacks d'In-oh afin de peut-être mieux comprendre son point de vue. Le thème principal de cette saison, c'était justement cette idéologie entre les 2 personnages. D'un côté, nous avons Ji-hoon qui ne voit que le bon de l'être humain, il voit l'espoir, la rédemption, quand de l'autre, nous avons In-oh qui lui a totalement perdu foi en l'humanité et veut prouver à Ji-hoon que sa vision est mauvaise. C'est d'ailleurs pour ça qu'In-oh rentre dans le jeu, pour être au plus près de Ji-hoon. Il développe une forme d'obsession malsaine pour lui, probablement car quelque part il se reconnaît en lui, qu'au plus profond de lui, il sait qu'il a été comme Ji-hoon à un moment. Son humanité ressort parfois en le côtoyant. D'ailleurs, son interprète Lee Byung-hyun a plusieurs fois émis la suggestion qu'au fond de lui, In-oh soutiendrait en réalité Ji-hoon. Mais la réalité de la série et de leur situation fait qu'effectivement, peu à peu, notre héros se rend compte que non seulement il ne pourra pas sauver tout le monde, mais en plus de ça, il commence à avoir des raisonnements proches de ceux de In-oh, commençant à dire par exemple qu'il faut se cacher durant le massacre et attendre, impliquant un petit sacrifice pour sauver le plus grand nombre. Chose qui lui semblait impensable en début de saison. Plus les épisodes avancent, et plus Ji-hoon se rend compte que son idéal n'existe peut-être pas. Il devient lui-même égoïste, prenant par exemple Jung-bae avec lui pour l'assaut final parce que c'est son ami, quand Young-il était clairement le plus expérimenté des 2. Il fonce tête baissée vers son objectif avec le résultat qu'on lui connaît, c'est-à-dire, de son point de vue, la mort de Young-il, mais également celle de Jung-bae. À partir de ce moment-là, il est clair que Ji-hoon est plus abattu que jamais. Et si, comme je le disais au départ, il est possible que Wang l'utilise en tant que substitut pour montrer les choix qu'il aurait dû faire, je ne peux m'empêcher de me dire qu'un Ji-hoon qui abandonnerait petit à petit son idéal serait peut-être beaucoup plus réaliste et fataliste, rejoignant cette vision de Wang qu'au final, ce sont toujours les méchants qui gagnent. Ce que démontrait la fin de la saison 1, mais on y reviendra plus tard. À l'heure actuelle, Ji-hoon commence une longue descente aux enfers, dont la pente est si raide qu'il lui sera difficile de remonter. Ji-hoon va être le seul joueur de la révolte à être ramené dans le jeu. Il va revenir dans cet endroit plein de joueurs qui attendaient de voir ce qui allait se passer, certains avec l'espoir de sortir, d'autres étant juste en attente. Il va revenir avec en lui le poids des morts de Young-il, à qui il s'était profondément attaché, mais également de Jung-bae, son meilleur ami de toujours. À cela va se rajouter les reproches de l'équipe des Croix, qui vont se retrouver clairement affaiblis après ce coup d'état infructueux, mais probablement aussi les railleries du clan des Ronds. En clair, à part peut-être le petit groupe de persos principaux, Ji-hoon n'aura plus que très peu d'alliés. Mais alors que les heures vont passer, et que tout le monde lui reprochera tout ce qui lui est reprochable, Ji-hoon va sûrement se retrouver à penser comme Young-il. Après tout, s'il est venu dans les jeux à la base, c'est pour stopper le jeu, pour sauver tous ces gens. Et à quoi cela a-t-il servi? On l'a d'abord pris pour un fou, puis on lui a reproché d'avoir engrainé les gens avec lui parce qu'il a révélé être un ancien gagnant, on l'a moqué pour ne pas connaître le second jeu, et on l'a toujours ignoré lorsqu'il a tenté de diriger les votes pour sauver tout le monde. Et maintenant qu'il eut tenté une énième action pour sauver tout le monde, le blâme lui retombe encore dessus. Mais n'est-ce pas la faute des gens ayant appuyé sur le rond si les jeux ont continué? N'est-ce pas la faute de tous les autres joueurs de ne pas les avoir rejoints dans la révolte si celle-ci a échoué? Pourquoi cela devrait toujours être de sa faute? Si les jeux avaient été stoppés plus tôt, il n'en serait pas là. Notre héros pourrait alors perdre lui aussi peu à peu foi en l'humanité. Le dernier clou du cercueil pourrait être de découvrir que Young-il n'est non seulement pas mort, mais qu'en plus il s'agit du maître du jeu. Et non, je ne me lancerai pas dans le débat du « oui, Ji-hoon aurait dû capter que Young-il est un enfoiré », je pense que la communauté TikTok lui a déjà assez fait la misère pour ça. Un plan fort de la saison 3 pourrait par exemple être Ji-hoon qui vote pour la première fois pour le cercle. Puisque la majorité n'a pas voulu l'aider, et puisque cette majorité veut continuer à jouer, alors pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils veulent? Une théorie
partagée par l'acteur Seo Won, qui, même s'il avoue ne rien savoir de la saison 3, ne voit manifestement aucune issue heureuse pour le personnage de Ji-hoon. Un aspect qui est bien souvent oublié, c'est que les jeux ne concernent pas non plus seulement les 456 joueurs et le maître du jeu. Nous oublions aussi qu'en plus des participants, des centaines d'employés ont accepté de travailler pour les Squid Game. Et là où In-Oh pourrait avoir Ji-hoon, c'est également là-dessus. Ces jeux représentent le dernier espoir de ces gens qui ont tout à y gagner en participant. Comme le disent la majorité d'entre eux, ressortir serait pire que la mort. Mais qu'en est-il des employés également ? Les Squid Game sont une véritable fourmilière qui donne du travail à des centaines de personnes que le système a également laissé pour compte. C'est tout ce que nous montre le point de vue de numéro 11, qui, de son point de vue, a rejoint les jeux en pensant pouvoir apaiser le mal-être de personnes que la société et le monde avaient déjà plus ou moins condamnées. Alors bien sûr, il y a des ordures, comme tous les participants au trafic d'organes, mais In-Oh pourrait totalement utiliser cet argument supplémentaire pour briser Ji-hoon. Beaucoup de monde n'aimerait pas que Ji-hoon sombre et devienne le maître du jeu. Mais au final, est-ce que cette chute du héros ne serait pas encore un reflet fataliste de notre réalité ? Tout comme Wang qui au départ ne voulait pas revenir pour cette seconde et troisième saison, mais qui au final a replongé dans cet univers par pression sociale et à pas du gain, est-ce que Ji-hoon, malgré tout, ne finirait pas par tomber lui aussi du côté obscur ? Squid Game, mine de rien, c'est un véritable phénomène, en plus d'être une critique de la société. Et contrairement à la fin que je vous ai exposée juste avant, beaucoup de fans aimeraient voir la dernière saison se terminer en happy end. Ji-hoon gagnant les jeux une nouvelle fois, arrivant à démanteler les jeux, et tout est bien qui finirait bien, avec le moins de morts possible évidemment, parce que mine de rien, on s'y est attaché à cette bande de personnages. Mais est-ce vraiment le message que la série et son réalisateur veulent faire passer ? Squid Game est une série cynique, qui critique bien évidemment le capitalisme, mais aussi le voyeurisme et la curiosité morbide. Et le sujet est d'autant plus d'actualité quand on voit les nombreux retours négatifs sur la saison 2. La plupart des critiques concernent surtout les jeux, un aspect novateur et très apprécié du public dans la saison 1. Les jeux ne sont pas assez violents, les jeux de la saison 1 étaient plus fun, on craint moins pour la vie des personnages cette saison, les jeux sont vraiment éclatés. Alors que, comme je vous l'ai exposé précédemment, les jeux n'étaient pas du tout le sujet de cette saison. Là où pour ma part, le fond de la saison était concentré sur le combat idéologique confrontant Ji-hoon et In-Oh, la plupart des spectateurs ne voient en Squid Game qu'un divertissement morbide durant lequel il est amusant de se demander quel va bien pouvoir être le prochain jeu. Ça va être quoi, le prochain jeu ? Ou encore combien de joueurs vont y survivre. Oh, c'est pas vrai, il y en a d'autres qui ont réussi. Et c'est pour ça qu'on parle de curiosité morbide. Là où la réaction la plus vraisemblablement logique serait plutôt celle de Ji-hoon, à savoir être indigné de ce que nous voyons, de cette déshumanisation et des massacres perpétués, notre statut de spectateur, de consommateur de série, nous offre en réalité une place plus proche de celle des VIP dans la série. Quel joueur va mourir ? Mon personnage préféré va-t-il survivre ? Quel va être le prochain jeu ? C'est ce qui appâte et garde en haleine une grande partie du public. Telle une télé-réalité, on veut tous voir notre candidat favori gagner, ou ici en l'occurrence, survivre. Encore une fois, cette saison ne tournait pas autour des jeux. Mais sur quelle vision du monde l'emporterait sur l'autre ? La vision idéaliste et humaniste de Ji-hoon ou la vision fataliste d'In-Oh ? Si à l'heure actuelle la victoire de l'une est plus probable que l'autre, Wang Dong-hyuk n'est pas spécialement là pour nous rassurer, avouant dans une interview qu'il était certain que les fans de la série n'aimeraient probablement pas comment elle allait se terminer. Peut-être justement parce qu'au lieu d'être un message d'espoir, la série se dirigerait vers quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre et trop réaliste. Si je peux donner un exemple personnel, je sais par exemple que certains de mes proches ont du mal avec la série Black Mirror car la série leur paraît trop vraie, trop réelle et que cela les met mal à l'aise. Et d'un autre côté, soyons honnêtes, Ji-hoon qui triomphe encore des jeux, qui réussit à mettre fin à tout ça et tout est bien qui finit bien, ça ne ressemble en rien à Squid Game ou à la vision que Wang avait donnée lors de la fin de la première saison. Rappelons-nous que celle-ci devait être unique. Et comment se terminait-elle ? Ji-hoon avait gagné, mais les jeux existaient toujours. À la fin des jeux, il a vécu 1 an dans la misère, hanté par les souvenirs des tueries et des massacres de ceux-ci, ne touchant pas un centime sur la somme qu'il avait gagnée. Il n'accepte enfin de reprendre sa vie que lorsqu'il assiste à la mort Do Il-nam, le créateur du jeu, pensant ainsi qu'il les emporterait avec lui dans sa tombe. Il allait prendre un nouveau départ, reprendre sa vie en main, mais à la seconde où il se rend compte que les jeux continuent, notamment en rencontrant une nouvelle fois le recruteur, il abandonne tout. Il remet une pièce dans la machine afin de trouver les responsables et de les faire payer. Et Squid Game se serait terminé comme ça, sur cette fin incertaine où les jeux existent toujours et où Ji-hoon est prêt à se battre pour les faire arrêter. Une fin sans réponse et sans réelle victoire. Cette fin n'était pas une fin heureuse comme on les entend habituellement. Alors, pourquoi cela serait-il le cas de la série ? La fin de Squid Game, la fin que les spectateurs méritent selon moi,
ne doit pas être une fin heureuse, ne doit pas être une fin pour leur faire plaisir, mais une fin à la hauteur de la série, une fin qui nous donnerait une leçon. De manière générale, les gens n'aiment pas qu'on remette en cause leur façon d'être ou de consommer. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse remarquer que certains de leurs comportements peuvent être immoraux ou questionnables. En gros, on n'aime pas quand on nous dit ce qu'on doit faire ou comment on doit le faire. C'est assez humain de réagir négativement lorsqu'on se sent jugé ou accusé de quelque chose après tout. Imaginez donc une fin où Junho, et peut-être Ji-hoon, arrivent à dévoiler au grand jour que les Squid Game existent. Qu'ils arrivent à prouver et montrer au monde les horreurs qui se sont déroulées là-bas. Avec la ferme intention évidemment de les détruire, mais qu'en réalité, cela est l'effet inverse. Tout à l'heure, j'ai appuyé sur le cercle à cause de vous. Dans un premier temps, bien sûr, les gens seraient indignés, trouveraient cela immonde, immoral. Après tout, on parle quand même de meurtres de centaines de personnes perpétués depuis des années, mais tout comme on a pu le voir avec le système de choix durant les jeux, avec le choix du recruteur matérialisé par le pain et le jeu à gratter, ou encore en nous rendant compte du nombre de personnes qui finalement participent en tant qu'employés à ces jeux, car il faut pas les oublier non plus, cela indignerait-il la majorité, ou bien alors les gens s'intéresseraient-ils aux jeux? Est-ce qu'au lieu de faire arrêter les jeux, les gens ne se demanderaient-ils pas si eux aussi n'auraient pas essayé d'y participer? Après tout, beaucoup d'argent est en jeu. Les gens étaient consentants au départ. Alors, au lieu de s'indigner, au lieu d'être rebutés, tout comme le système de vote l'a montré dans la saison 2, tout comme le fait qu'une grande partie des joueurs soient revenus dans la saison 1, les Squid Game pourraient simplement gagner en popularité. Que certaines personnes y trouvent elles aussi une solution à leurs problèmes, quand d'autres, tout comme les VIP, trouveraient ça divertissant. Après tout, ce ne sont que des jeux. Il y a un règlement, des participants, un prix à la clé, comme n'importe quel show à la télévision. Est-ce que cela serait plus immoral que d'acheter un ticket de loto ou de parier sur un cheval de course? Bien sûr, mais finalement, pour les spectateurs, le résultat serait le même. Si nous, derrière notre télé, nous pouvons théoriser sur la mort de tel ou tel personnage, pourquoi eux ne pourraient-ils pas le faire? Si nous pouvons quémander plus de cette série, si nous pouvons parier sur la mort des joueurs, nous plaindre des jeux qui ne nous plaisent pas, tout en nous disant « ça va, c'est qu'une série, c'est pas réel », qu'est-ce qui empêcherait la population dans Squid Game de dire ça? Ça va, ce ne sont que des jeux, ils ont choisi d'y participer après tout. Imaginez une fin miroir au début de la saison 1. Une fin où nous serions dans un centre de Paris, mais à la place des courses de chevaux, ce seraient les Squid Game qui y seraient diffusés. Un homme serait là, avec d'autres parieurs, à hurler, crier, encourager le joueur sur lequel il a parié tout son argent, un joueur qui serait bien entendu éliminé, alors que le parieur serait au fond du trou. Une idée lumineuse lui traverse l'esprit. Pourquoi ne pas participer à son tour? Après tout, ce ne sont que des jeux. Il existe un proverbe à l'époque de la Rome antique, panem et circenses, du pain et des jeux du cirque. Si à l'époque l'expression avait un tout autre sens, aujourd'hui nous l'utilisons plutôt pour parler d'une population qui se laisserait aller, se contentant de se nourrir et de se divertir, sans se soucier d'enjeux plus exigeants, ni du destin collectif, du pain et des jeux.